Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le duel de ce dimanche 1er mai 2022. Le chef de l'État, Patrice Talon, a rencontré ce mardi 26 avril les responsables des centrales et confédérations syndicales du Bénin. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective de l'année 2022. Au menu des échanges, la question de la révalorisation des salaires et du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC, mais aussi celle de la hiérarchisation des salaires. Au thème donc des négociations, on retient donc que le SMIC est passé de 40 000 à 52 000 francs CFA. Une actualité qui mérite qu'on y accorde une attention vu le contexte social. J'en parlerai donc dans cette émission du 1er mai 2022 avec mes deux invités. Eman Dimitri Adampo, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes membre fondateur du Bloc républicain et conseiller politique de l'organisation de la jeunesse et du Bloc républicain OJBR. Merci d'être là. Merci. Monsieur Mohamed Liamidi, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable à la propagande du parti Restaurer la confiance, un parti de l'opposition. Merci, c'est exact. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, 1er mai, c'est la journée des travailleurs. C'est l'occasion pour ces derniers de réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail. Alors, dites-moi, monsieur Liamidi, cette journée, si elle n'avait pas été instituée, est-ce qu'il fallait le faire? Bien évidemment. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs de ETélé. Bonjour à tous les Béninois. Bonjour à tous les travailleurs du Bénin. Et quand je dis travailleurs, j'embrasse tout le monde. Les salariés de l'État, les salariés du privé et tous ceux qui aussi, d'une manière ou d'une autre, cherchent leur pain quotidien chaque fois qu'ils se lèvent. La journée du travail a été instituée, je ne vais pas faire de l'histoire, pour que les travailleurs puissent se rappeler à chaque fois, à chaque année, de tout le parcours qu'ils ont eu à faire pour pouvoir avoir les conditions de travail les plus appropriées, les luttes qu'ils ont eu à mener pour pouvoir en arriver aujourd'hui à avoir des conditions de travail beaucoup plus appropriées. Donc, comme vous le dites, si cette journée n'avait pas existé, il fallait le créer parce que ça permet, c'est un cadre qui permet chaque année aux travailleurs de se ressourcer, de se rappeler les objectifs, de se rappeler pourquoi on se bat, pourquoi on travaille, à quel point le travail est noble et à quel point il faut travailler pour la République, à quel point il faut travailler pour que le monde soit meilleur. Et pour évidemment pouvoir vivre et jouir du travail que l'on fait. Il faut pouvoir vivre du travail que l'on fait. C'est important. Est-ce que vous pensez que les objectifs qui étaient définis en instituant cette journée, est-ce qu'aujourd'hui ces objectifs-là sont bien appréhendés par les travailleurs? Vous savez, on ne peut que mettre cette question dans le contexte de chaque pays, parce que chaque pays a ses réalités. Et je pense que les organisations syndicales sont mieux placées pour pouvoir répondre à cette question. Mais toujours est-il qu'il est important qu'il y ait une telle journée, qu'il y ait une telle crise. Et les objectifs ne peuvent être que revus en fonction du temps, à chaque fois que le temps passe pour voir est-ce que ce sur quoi, l'idéal que l'on veut atteindre, est-ce que l'on l'a déjà atteint, quel est le chemin qui reste à parcourir pour en arriver là. Et chaque fois se fixer d'autres objectifs ou de nouveaux objectifs pour pouvoir atteindre le cap que l'on souhaite atteindre. Eman Dimitri Adampo, votre avis sur la question? Le travail libère l'homme, le travail rend à l'homme sa dignité, sans le travail, on ne peut construire aucun pays. Le travail améliore les conditions de vie d'un être humain, épanouit l'homme. Le travail est le soubassement du développement personnel. Le travail est le fondement, la fondation du perfectionnement personnel. Et au commencement était le travail. Donc, il n'est pas possible que l'on dise que cette journée est une journée malvenue, est une journée mal identifiée, est une mauvaise journée. La journée du travail est d'ailleurs l'une des fêtes que l'on devrait prendre plus au sérieux que nos fêtes d'émotion que nous avons à longueur d'année. Alors, vous venez de le dire si bien. Est-ce qu'aujourd'hui, tel que les objectifs étaient définis au départ, vous pensez que les travailleurs bénéficient réellement de ce qui a été défini aujourd'hui? Oui, amélioration des conditions de vie des travailleurs et dignité des travailleurs. C'est un travail perpétuel, ça ne va jamais finir. Les objectifs sont progressivement atteints, les objectifs ne sont pas atteints à des endroits,
comme l'a dit mon ami, les réalités varient d'un pays à l'autre. Il est utile de préciser que les gouvernants, les dirigeants doivent s'occuper plus du travail, de l'amélioration des conditions de vie de travail des travailleurs au jour le jour. On peut dire que c'est insuffisant, mais on peut dire que chaque pays fait ses pas. Chaque pays fait ses pas. Est-ce que ce jour, ce 1er mai qui est défini pour les travailleurs, quelles sont selon vous les activités que ces travailleurs-là même peuvent mener, ne serait-ce que pour permettre à l'État central d'avoir un œil plus affectueux à leur égard? En dehors des revendications, en dehors des contestations, les travailleurs devraient organiser des journées de formation, des séances, des séminaires pour expliquer aux plus jeunes, à la nouvelle génération, ce que c'est que le travail, les vertus du travail, comment faire pour travailler mieux, expliquer à la jeune génération que pour développer un pays, on a besoin d'abord de travail, le devoir avant les revendications. Il est vrai que les revendications, les contestations, les protestations font partie aussi de la vie du travailleur. Alors, je le disais à l'entame de cette émission, le 26 avril dernier, le chef de l'État partiste alors a rencontré les partenaires sociaux. L'objectif était d'échanger avec ces derniers sur la question de la revalorisation des salaires et du salaire minimum interprofessionnel garanti, mais bien évidemment de la question de la hiérarchisation des salaires. Alors, Monsieur Herman Adampo, que retenez-vous concrètement de cette rencontre-là du chef de l'État avec les partenaires sociaux? Je retiens d'abord que le chef de l'État a déjoué la philosophie, la réflexion qui consiste à dire que lorsqu'il n'y a pas grève tout le temps, que c'est de la dictature, que les travailleurs, leurs revendications ne seront jamais prises en compte, qu'ils ne vont jamais s'améliorer, que plus rien ne va se passer correctement pour les travailleurs. Je remarque chaque année que c'est le chef de l'État lui-même qui prend les préoccupations des travailleurs à bras le corps, qui en fait un devoir personnel et qui s'investit. C'est la première des choses que je retiens. On n'a pas besoin d'aller à des grèves éternelles pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. La deuxième chose, c'est que je retiens qu'à partir de maintenant, le SMIC est passé de 40 000 à 52 000. À 52 000, ce n'est pas suffisant, mais c'est beaucoup. C'est déjà un pas? C'est déjà un pas. Selon vous? Selon moi. Les autres promesses concernant la revalorisation du point indiciaire des travailleurs qui est en négociation poussée, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Le fait que le chef de l'État dise aussi qu'il lui plaît et qu'il a envie de faire en sorte que les petits gagnants, les gagnants petits, ceux qui ont les petits salaires, bénéficient plus des avantages par rapport à cette élévation du taux que les grands gagnants, les gens Ça, c'est ce que vous retenez. On va y revenir dans le fil du débat. Monsieur Liamedi, quel est votre avis sur, aux sorties de ces échanges-là? Merci. Nous retenons principalement que la rencontre du chef de l'État avec les travailleurs, avec le patronat, a tourné autour des questions essentielles comme le SMIC, comme aussi la revalorisation des salaires, la hiérarchisation des salaires. Alors, il faut que nous nous rappelons que cela intervient dans quel contexte? Nous sommes dans un contexte de crise. Dans un contexte où l'inflation est galopante, dans un contexte où le portefeuille des Béninois ne leur permet pas de faire face à la situation actuelle qui prévaut dans le pays et qui prévaut dans le monde. D'accord? Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Et ce contexte dans lequel nous sommes a été imposé par le système économique, le modèle économique mis en place par le pouvoir en place depuis 2016, qui est un modèle qui contraint tout le monde à l'effort. Un modèle qui
qui amène tout le monde à faire des efforts. Mais quand tout le Vous monde... pensez que c'est mal fait de penser comme ça? Mais quand tout le monde fait des Donc, vous efforts... pensez que c'est mal fait de penser, de dire qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde fasse des efforts pour ne serait-ce que pour le développement du pays? Quand tout le monde fait des efforts, Oui. mais nous remarquons, et c'est le constat malheureux, que tout le monde n'arrive pas à jouir des efforts que tout le monde a produits. C'est ça le problème. Il n'y a pas un système de redistribution de la production de la richesse qui permet à ce que les ressources, que cela puisse couler, que le profit puisse profiter à tout le monde, que cela puisse couler du sommet jusqu'au bas peuple. C'est ça le problème. Il n'y a pas un système comme ça qui permet de faire une telle redistribution. Et nous sommes dans un contexte comme ça où, je vous rappelle que depuis 2017, on a voté une loi qui précarise l'emploi, qui crée beaucoup plus de sous-emploi et qui précarise l'emploi. Oui, lors de l'échange, le chef d'État a été clair à ce niveau. Il a expliqué pourquoi les choses ont été ainsi. Le chef d'État défend un modèle qui, à mon avis, n'existe nulle part. Dire que l'on préfère la précarité, c'est-à-dire que la précarité à la stabilité, je ne sais pas, le chef d'État défend un modèle qu'il a dû inventer lui-même pour se satisfaire de la situation actuelle. Il ne l'a pas dit ainsi. Il a dit qu'il préfère des emplois précaires qu'il n'y ait pas d'emploi du tout. Vous avez l'impression que ce que vous venez de dire là est différent de ce que j'ai dit. Et donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et il n'y a pas valorisation de ça. Il y a plutôt destruction de ce qui existait. Et il n'y a pas valorisation du travail. Et c'est dans un contexte comme ça que le chef de l'État a parlé du hautement social au cours du début de son deuxième quinquennat. Et nous, on a déjà dit, RLC, on a déjà dit que le modèle économique mis en place, qui va avec le modèle politique mis en place, d'accord, ce modèle sur lequel je reviendrai ne permet pas d'aboutir à ce que le chef d'État dit là. Quel est le modèle que nous avons? Nous avons un modèle économique, comme je le disais, où le pouvoir en place a fait fixation. Ils ont fait fixation sur le potentiel agricole du pays. Ce qui, quelque part, nous ne disons pas que c'est mauvais, mais les atouts que nous avons en termes de potentiel agricole, par rapport à la concurrence dans l'espace dans lequel nous sommes, ne nous permet pas d'atteindre cet objectif. Et il y a des potentiels, il y a des axes. On va y aller, des axes qui ont été délaissés. Par exemple, nous disons que le Bénin est un pays de transit et de services. Il y a cela qui est aussi un atout fondamental. Il y a le secteur de l'hydrocarbure qui rejoint toujours Monsieur Liamidi, on va y aller. Est-ce que vous retenez des échanges entre le président Patrice Talon et les partenaires sociaux? Maintenant, ce que je voudrais savoir, hormis le fait que vous parlez de modèle économique, on va y revenir, certes. Maintenant, dites-moi, est-ce que au sorti de ces échanges-là, les trois sujets qui ont été débattus, qui ont fait objet de négociations, est-ce que vous ne pensez pas que il y a quelque chose qui s'est passé, qui a permis quand même de tirer quelque chose de ces échanges-là? Allons-y pas à pas, monsieur. Comme je vous le disais, lorsqu'on est dans un contexte comme ça, d'accord, dans un contexte que j'ai décrit, ajouté à la crise de la Covid que personne n'a vu venir, que personne n'a su. Ajouter aujourd'hui à la guerre en Ukraine. Quand on additionne tous ces facteurs, il va de soi que l'on ne puisse pas trouver des réponses claires aux préoccupations de l'heure, que le chef d'État même a reconnu, qui sont la question du pouvoir d'achat, la question du SMIC et la question de la revalorisation des salaires. Le chef d'État lui-même l'a dit qu'il aurait souhaité que le SMIC passe du simple c'est-à-dire que de l'état actuel au double. Nous, on avait même proposé que le SMIC passe à 100 000. Quel travail? Comment vous voulez vivre dignement que vous viviez à Cotonou, que vous viviez à Sémé, que vous viviez à Boumé-Calavi, comment vous voulez vivre dignement avec un revenu qui est en dessous de 40 000 à 52 000, vous ne pensez pas que c'est important? De 100 000. C'est un pas qui est fait. Mais malgré même la volonté, malgré même ce que le chef d'État a dit qu'il aurait voulu, il y a la réalité économique du pays qui est là. Et donc qui ne permet certainement pas de faire un pas plus grand que le pas qu'on aurait fait là. C'est pour ça que nous avons posé un diagnostic clair pour dire que le modèle étant mis en place, ce modèle ne peut pas permettre d'aller à un pas plus grand que ça. Et donc, pour pouvoir
pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir trouver des réponses claires et faire mieux combler l'attente des Béninois, il faudra, comme on le dit, réimplémenter, oublier ce modèle, passer à un autre modèle. Le modèle que nous l'avons décrit. Monsieur Adanko, est-ce que on va permettre à monsieur Adanko de bonder très rapidement sur cette question pour pouvoir trouver des réponses claires aux problèmes, aux préoccupations des populations. Alors, monsieur Adanko, monsieur Liamini disait tout à l'heure, il parlait de modèle économique, il a parlé de beaucoup de choses. Quel est votre avis sur tous ces développements qu'il vient de faire? Je retiens qu'il propose que le système ne demande pas aux populations béninoises, aux Béninois, de fournir assez d'efforts pour produire un bon résultat. C'est-à-dire qu'il est opposé au fait que le gouvernement, le régime actuel, le système actuel donne de la prime à l'effort. Je retiens aussi qu'il souhaite que l'on n'accentue pas, que l'on ne mette pas l'accent sur l'agriculture. Je retiens que mon vis-à-vis propose, comme le fait le gouvernement, qu'il n'impacte pas le tourisme. Je retiens que le système actuel propose depuis 6 ans l'amélioration des infrastructures routières, en se basant sur le fait que la route de développement passe par le développement de la route. Je retiens que mon vis-à-vis dit que tout ça, ce n'est pas bien. Et je retiens qu'il souligne avec force et énergie qu'il faut passer au système de transit et de service. On va creuser ça. Peut-être qu'on aura le temps de creuser ça. Je sais ce que ça veut dire. Que l'on revienne au système de transit et de service et que c'est ça la meilleure solution. Tout ce qu'il vient de citer est le chemin sur lequel le gouvernement, le régime actuel est un mauvais chemin. Je retiens tout ça. Je reviens pour dire qu'en 6 ans, malgré les imprévus, malgré les conjonctions, malgré les intempéries économiques, malgré la conjoncture, j'allais dire non, les conjonctions, la conjoncture, oui. Et que lui-même l'a exposé, nous avons en 6 ans, nous sommes en train de promettre en 6 ans ce que le chef de l'État est en train de promettre là. Ce que nous avons entendu face aux syndicalistes là, en 6 ans. Malgré tout ce qu'il vient de citer comme effort. Et que le SMIC passe de 40 000 à 52 000, voilà. Ce qui n'est pas suffisant, mais qui est un grand pas par rapport à d'où nous venons et par rapport à l'effort qui a été abattu sur 6 ans. Pour dire, peut-être que ce n'est pas clair dans ma tête, il va creuser ce qu'il propose, qui est le contraire de ce que le régime actuel est en train de proposer, en train de dérouler. Le fait d'identifier désormais toutes les Béninoises et tous les Béninois par rapport à la carte que vous connaissez, le projet Arche, l'amélioration de la microfinance, que tout ça, c'est un mauvais système. Le système qu'il propose, parce que nous sommes maintenant à l'heure des propositions. Après 5 ans, après 6 ans, il faut que les gens d'en face commencent à nous faire des propositions concrètes pour qu'on regarde ce qui est bon à gauche, ce qui est bon à droite, pour évoluer. De mon point de vue, je crois que le régime actuel est méthodique. Le régime actuel a une vision et en 45 secondes, je vais vous dire comment ça a commencé. En dehors des infrastructures, en dehors de l'assainissement des finances publiques, en dehors des efforts qu'on a contraint le peuple à fournir pour aller au développement, le gouvernement a commencé à améliorer, nous l'assumons, les conditions de vie des ministres. Après, il est passé aux conditions de vie des préfets. Après, on a amélioré par les réformes au niveau de la décentralisation les conditions de vie des élus, les conditions de bon travail. Maintenant, il est descendu. C'est ça qu'on appelle la méthode. Allez-y très rapidement. Il est descendu maintenant vers le
grand peuple. D'abord les 70 000 fonctionnaires. Et c'est ça qui s'est passé la fois passée. Le 26 avril dernier. Ce débat qui a commencé l'autre fois, SMIG, et comment améliorer les salaires des 110 000 fonctionnaires. Voilà comment ce régime fonctionne. Et on dit que ce n'est pas de cette manière qu'il doit fonctionner. Quand il descend, quand il laisse les fonctionnaires, il va plus en bas. L'assurance pour les petits gens, l'assurance maladie, assurance accident, la formation pour les petites coiffeuses, les petits mécaniciens, les petits menuisiers, la formation des petits jobs, formation des formateurs des petits jobs, la formation dans le numérique, la promotion du numérique. Voilà comment ça fonctionne. Voilà la méthode du régime de la rupture. Et je crois que c'est ça qui pourrait permettre au pays de sortir de l'ornière. Alors, M. Lamidi, M. Atanko parlait tout à l'heure de régime, de méthode. Est-ce que vous êtes d'avis? La méthode, selon M. Adanko, c'est quoi? La méthode, c'est comme il a décrit. La méthode, c'est de penser d'abord à soi et de dire au peuple, attendez. Pensez d'abord à soi, vous êtes sûr de ce que vous dites? Et de dire, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est vous qui le dites. Si vous suivez le développement de M. Adanko, c'est exactement ce qui s'est passé. Et de dire au peuple, attendez, serrez la ceinture. Les Béninois ont envie de desserrer la ceinture. D'accord? C'est ça la méthode que décrit M. Adanko. Le hautement social, ça fait partie de la méthode. Aujourd'hui, on est passé de 40 000 à 52 000. Vous ne pensez pas que c'est une bonne chose? Très bien. Je voudrais demander à M. Adanko, est-ce qu'il veut vivre à Cotonou, mais à Cotonou avec 52 000? Je vais vous rappeler juste quelque chose. Oui, c'est moi qui pose. Aujourd'hui, c'est la fête. Par rapport à votre question, je vais vous rappeler tout. Excusez-moi, monsieur Lamidi. Dans la sous-région, par exemple, au Togo, le SMIC est à 35 000 francs jusqu'à aujourd'hui. Alors que nous, on était à 40 000 depuis 2014. Donc la solution, c'est dans la comparaison. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. On compare toujours par rapport à là où on était. On était à 40 000. Oui. On est à 52 000. Oui. Forcément, c'est un pas. Mais je vous demande, est-ce que vous voulez vivre dignement à Cotonou avec 52 000? Est-ce que vous voulez vivre dignement à Cotonou avec 52 000? Vous voulez vivre dignement à Calavi avec 52 000? Est-ce qu'il n'est pas possible de faire un pas de plus? Quel est ce pas de plus dont vous parlez? C'est le système en place qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin. Le chef d'État a reconnu même dans la réalité économique, et même M. Adanko, la réalité économique fait qu'on ne peut pas aller plus loin. C'est pour ça que nous disons que, et je l'ai bien dit, il ne suffira pas il ne faut pas faire fixation seulement sur ce qui est là. Ce qui est là, ça a fait ce que ça fait et ça a donné les résultats que ça a donné là. Et on est en train de voir les autres potentiels du pays. Il faut l'exploiter. Dans le secteur, par exemple, de l'hydrocarbure, il faut l'exploiter. Dans le secteur, comme je le dis tout à l'heure, du service et du transit, il faut l'exploiter, exploiter ces potentiels pour permettre à ce que les ressources de l'État puissent permettre de pouvoir à tous les besoins des citoyens qui travaillent pour construire la nation. C'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas d'autre chose. Et nous, nos propositions sont claires. Lorsque nous sommes actuellement, regarde le système dans lequel nous sommes actuellement. Si, avec déjà cette inflation galopante, s'il faut encore faire face aux factures de fin du mois élevées, c'est un problème. Mais quand vous consommez de l'électricité, vous devez payer. Non, lorsque vous avez payé. Vous connaissez quelqu'un qui a refusé de payer sa facture d'électricité? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'avoir les moyens de faire face à ses besoins, d'avoir les moyens de faire face aux factures à la fin du mois. Vous savez que la crise mondiale aujourd'hui, tout le monde, c'est tout le monde qui ça joue sur tout le monde, voilà. Hein, ça joue sur tout le monde. Nous on l'a déjà dit depuis. Par exemple, que le coton, par exemple, il est vrai, ça engage des choses. Mais cela ne pourrait pas, ce levier-là seul ne pourrait pas permettre de tenir l'économie du pays et de faire face, de compenser ce que l'on paie, par exemple, au niveau de la fermeture des frontières avec le Niger, qui est un grand marché de plus de 200 millions d'habitants. On ne peut pas avoir une telle réserve, c'est-à-dire une telle opportunité, et refuser de l'exploiter. C'est de ça que nous parlons. Vous pensez qu'il y a d'autres atouts pour que le Bénin pourrait exploiter, pour permettre aux travailleurs de bien vivre de leur travail? Je le dis déjà, c'est pas que je le pense, je le dis déjà, et j'ai M. Amman en face de moi qui ne dit pas le contraire. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez par exemple l'énergie, les factures d'énergie à l'heure actuelle, le gaz, les factures d'électricité, les factures d'eau. Vous savez que c'est à base de l'énergie aussi que tournent les pompes de la Sonène pour pouvoir produire de l'eau. Aujourd'hui, la tranche sociale, par exemple, n'existe plus au niveau de la consommation de l'eau.
d'accord, n'importe quel Béninois paye la moindre consommation d'eau avec une TVA de 18%. D'accord. Si la production énergétique était de sorte que cela puisse donner l'énergie de qualité et de quantité, on pourrait faire tourner les trucs et faire vivre, c'est-à-dire que alléger la souffrance des Béninois, réduire les factures. C'est déjà là qu'il faut agir pour toucher le grand nombre. Quand vous parlez... Nous avons proposé par exemple de déplacer les turbines de Bahia Glita à Sémé pour pouvoir utiliser le gaz, le pipeline de la CEDEAO qui passe par Sémé. C'est ça que nous avons produit. Alors avec ça, nous pourrons produire l'énergie de qualité et à moindre coût, ce qui permettra une production, une transformation et mettra à l'aise, à coup sûr, les Béninois qui sont dans le pays. Monsieur Adanko, voilà une proposition. Voilà une proposition. Qu'est-ce que vous en dites? On va permettre à monsieur Adanko d'y aller rapidement. J'ai en face de moi un opposant qui n'a pas lu le programme d'action du gouvernement. 1. Il n'a pas lu le programme d'action du gouvernement. 2. Or, moi, je croyais que pour faire de la contradiction, pour s'opposer à un régime et permettre à la communauté d'évoluer, il faut lire l'existant, savoir le contenu et avoir des propositions à faire. Il a eu clairement philosophé autour des propositions, sans dire exactement et concrètement la méthodologie, le processus, les moyens, les techniques qui permettent d'aboutir à ce qu'il propose. Il fait de la philosophie, il sort des phrases. Je suis heureux, par ailleurs, qu'il reconnaisse que le gouvernement actuel ne fait pas dans le mensonge, ne fait pas dans le jeu. Voici l'économie de vérité, voici où nous en sommes, voici les efforts que nous faisons, voici ce que nous avons à faire demain. Les propositions pour sortir le Bénin de l'ornière, pour mettre le Bénin au sommet du développement, sont contenues dans un livre qu'on appelle Programme d'action du gouvernement 2, 21-26. Peut-être qu'on viendra ouvrir ça ici et faire le débat concrètement. Quand on dit le Nigeria, on a fermé par rapport au Nigeria alors qu'il y avait des opportunités, des potentialités. On a fermé, on a eu des difficultés avec le Nigeria il y a quelques petites années. Avant cette fermeture, nous avons une vie. Oui. Nous avons un SMIG. Nous n'avons pas Covid. Nous n'avions pas Covid. Nous n'avions pas les chocs dont nous avons parlé. Nous n'avons pas la guerre de l'Ukraine. Le SMIC était à 40 000. Le pays était ce qu'il était. Avec son affaire de Nigeria, grande potentialité, il y avait si hydrocarbures, transit. Voilà où on était avec ça. Et voilà où on en est Mais aujourd'hui, sans ce dont il parle là, et ce qu'il explique de manière très maladroite. Personne n'a dit qu'on ne fait pas les affaires avec le Nigeria. Personne n'a dit qu'on ne va pas dans l'hydrocarbure. C'est pourquoi il dit, retournons vers le PAG2, allons lire ligne par ligne, chapitre par chapitre. On va connaître, débattre plus clairement, plus en responsable de ce que le gouvernement actuel propose. Maintenant, on dit, ils ont proposé que ça aille au double. Ils ont proposé que ça aille au double. À 100 000 francs. Sur la base de quoi ils proposent que ça aille à 100 000 francs? Sur la base de quel... C'est-à-dire, on n'est pas au niveau que lui-même propose. On n'a pas fait ce qu'il dit de faire. Et ils ont eu le culot de dire que le gouvernement actuellement doit aller à 100 000 francs. Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Ça s'appelle surfer sur l'émotion du grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, avec la crise, tous ceux qui disent au gouvernement d'envoyer le SMIC à 200 ou à 300 000 francs, c'est eux qu'on applaudit, sans aucun contenu. Je voudrais entendre des propositions concrètes à l'heure actuelle qui nous permettent de passer de 42 000 francs à
100 000 francs. Alors, dites-nous, M. Atanko, est-ce que selon avoir tout le développement que vous venez de faire, les moyens dont le gouvernement dispose aujourd'hui pour faire face au salaire des travailleurs, est-ce que selon vous, le gouvernement n'a pas concrètement les moyens aujourd'hui, puisque le chef de l'État l'a dit, ce qui s'est tenu qu'à lui, de passer de 40 000 à 60 000? Le gouvernement a dévoilé la vérité de l'économie par rapport à tous les efforts qui ont été faits là. C'est là où nous en sommes. Des efforts seront faits. Maintenant, nous faisons le débat de SMIC et de salaire. Ça s'arrête là depuis. Ce n'est pas ça le développement. Ce n'est pas que ça le développement. Je vous ai parlé de la prise en compte du grand nombre, d'au moins plus de 10 millions de Béninois. Ces efforts-là, on les balaie d'un revers de main et on s'accroche au salaire. Il me demandait tout à l'heure sur 52 000 francs. Ah, mais s'il y avait 52 000 francs, vous pourriez vivre à Cotonou. Il faut lui demander s'il y avait 100 000 francs, on peut vivre dignement à Cotonou. Là, s'il y avait 200 000 francs, on peut vivre dignement à Cotonou. Ça, c'est les débats de surface. Les débats qui permettent de surfer sur l'émotion des gens, les tromper pour qu'ils disent, il y a 20 ans, il y a 25 ans, c'est le même discours. Les salaires ne suffiront jamais. Mais il faut créer les conditions de développement pour que tout le monde puisse trouver son compte. On ne parle pas de route depuis que nous sommes là. On ne parle pas d'assurance maladie. On ne parle pas de la formation des menuisiers, des artisans. Voilà, la formation des artisans. On ne parle pas de la promotion qu'on fait aujourd'hui par rapport au numérique. On ne parle pas de la rationalisation des dépenses de l'État. On ne parle pas de l'assainissement de l'économie. On ne parle pas du fait que les entreprises, je voulais en arriver là, on a fermé les entreprises, et tout le monde fait du bruit. C'est douloureux. Il en a parlé tout à l'heure. Oui, c'est douloureux. Mais il faut se dire la vérité. Parce que c'est sur la base de vérité qu'on peut développer un pays. Une société où il y a 55 personnes qui fait débourser à l'État 500 millions, par exemple. Je prends un exemple, ce n'est qu'un exemple. Alors que la société doit utiliser 10 personnes pour dépenser 10 millions, la seule chose à faire, il faut le dire avec beaucoup de fermeté, ça peut choquer. C'est douloureux, les pères de famille, les mères de famille. Il faut fermer. Et arriver là. J'ai l'habitude de dire quelque chose qui choque. Lorsque les pompistes de la Sonacop nous mettaient 8 litres dans nos voitures au lieu de 10 litres, ils saccageaient leur avenir. Lorsque la Sonacop, on bousillait les milliards de l'État, on s'amusait avec l'argent de l'État, la Sonapra, vous en savez quelque chose? L'aboutissement de ça, c'est fermeture. Avec ou sans talent. Vous ne pensez pas qu'il fallait restructurer tout simplement? C'est la restructuration qu'on est en train de faire. Que d'envoyer tous ces travailleurs à la maison? Le nombre de travailleurs qui sont dans les partis, je prends l'exemple de la Sonacop. Les choses qui sont en train d'être faites comme station là, ils sont en train de reprendre les gens capables de travailler. Ne croyez pas que quand quelqu'un a perdu son job, il est déjà à la maison. Je ne soutiens pas non plus le fait que les gens perdent leur emploi et qu'on n'en dise plus rien et qu'on soit insensible et qu'on dise c'est terminé. Mais on ne peut aboutir au développement que par cette méthode-là, la restructuration, la rationalisation de l'emploi et maintenant proposer des emplois qui permettent à tout le monde de respirer. On n'ira pas à la douane. On n'ira pas au service des impôts. Les gens vous diront que Dimitri allait venir attaquer des corporations. On ne reviendra pas en arrière. Mais tout le monde sait comment nous avons vécu. Comment nous avons vécu avec les transitaires, comment nous avons vécu avec les douaniers, que je respecte, parce qu'ils ne sont pas tous de faux types. Ce qu'on faisait avec l'économie du pays, ça aussi fait partie du développement, ça fait partie du système actuel. Ce qu'il dit de refaire là, transit, et service là, je vais entendre le contenu. Vous allez voir qu'on va aboutir à là où je suis là.
Monsieur Eliamidi, voilà le développement que vient de faire Monsieur Adankbo. Il a fait des propositions, hein, il est rebondi sur quelques propositions que vous aussi vous avez eu à faire. Quel est votre, tout de suite là, votre avis sur le développement que vient de faire Monsieur Adankbo? J'ai entendu Monsieur Adankbo me demander est-ce qu'avec 5 000, est-ce qu'avec 200 000, est-ce qu'on pourrait vivre dignement? Oui. J'ai entendu ça de sa part. Il a parlé des conditions. Il a parlé des conditions. C'est vous qui lui posez la question de savoir s'il y avait 52 000, on pourrait vivre à Cotonou aujourd'hui. Il a parlé d'assurance maladie, il a parlé de ci. Est-ce que tout ça là a été fait avant qu'on améliore la situation des ministres, des DC, des préfets, des DG, de tout cela? On a fait ça, des députés, on a fait tout ça d'abord avant de penser à eux. Nous avons au moins 70 000 travailleurs aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Ce que je viens de dire là, c'est clair. C'est très clair. Est-ce qu'on a fait tout ça avant de faire pour ceux-là? C'est de la méthode. D'accord. Donc cette méthode-là, c'est une méthode qui dit aux gens, aux 65% qui ont voté, c'est une méthode qui dit au peuple de 86%. Vous vous rappelez? D'attendre qu'on finisse d'abord d'arranger pour tous les autres. Tous ceux qui sont bien. Vous avez suivi un peu le développement, M. Adankbo. Il est parti d'un niveau, il est venu au niveau social carrément, où le chef de l'État est venu aujourd'hui avec sa démarche d'aller plus bas que ça, c'est-à-dire aller dans le... Je ne dis pas non, c'est ce qui m'amène à dire ce que je dis là. Et donc, si M. Adankbo peut répondre, qu'il réponde. Et pour finir par dire que quand on prend tout ça ensemble, qu'il remet. Est-ce qu'aujourd'hui, il a l'impression que les Béninois, dans leur globalité, enfin, vivent mieux? On va essayer de répondre à la question que vous lui avez posée et qu'elle vous a renvoyée. Vous allez répondre à cette question. Les Béninois, il ne me dit pas que les Béninois vivent mieux aujourd'hui qu'en 2016. Il ne me dit pas que les Béninois vivent mieux aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Et il est plus difficile, je vous le dis, il est plus difficile d'être pauvre en 2022, en 2023. C'est plus difficile que d'être pauvre en 2019, hein, que d'être pauvre en 2018. Vu le contexte social, ça évolue. Voilà. Donc, à partir de ce moment, quand on ne peut pas prévoir ça, quand on sait qu'il y aura des chocs, c'est pour ça qu'il faut anticiper. Si vous reconnaissez cela, ça voudra dire que le pas que le gouvernement vient de faire de passer de 40 à 52 000, c'est très important. Si vous estimez que de 2019, à partir de 2019 à aujourd'hui, c'est pas la même chose. Et pourtant, il n'a pas pu devoir répondre s'il peut vivre avec 52 000. Vous aussi, vous n'avez pas pu répondre si vous pouvez vivre avec les 200 000. Nous avons déjà dit que nous aurons souhaité que le SMIC soit par exemple à 100 000. Le chef déjà dit qu'il veut doubler, passer à 40 000. Nous, on a dit même qu'on aurait voulu que ça soit à 100 000. Mais là, tout de suite, on revient à la réalité économique du pays. C'est pour ça que nous faisons des propositions claires. La fixation sur le potentiel agricole ne permet pas. On a expérimenté ça tout le temps. C'est ce que le système a donné. Et donc, nous disons qu'en plus de ça, on ne peut pas tenir sur un seul pied. C'est ça le problème. C'est le fait de tenir sur un seul pied qui fait qu'aujourd'hui, quand on se retrouve dans le contexte dans lequel on est là, on a du mal à faire face à cela. Et donc, les autres potentiels, j'ai parlé de transit et de services. Quand vous prenez par exemple le secteur de l'hydrocarbure, tout le monde connaît le potentiel. Ça vous tient à cœur ce secteur-là? Tout le monde connaît. Vous imaginez le nombre de litres de carburant qui entrent dans le Bénin par jour, par des voies qu'on ne connaît pas. Et donc, si cela devait être dans un secteur formel, vous voyez ce que ça peut amener au pays comme ressource. Quand on prend par exemple ce secteur où le Nigeria est un grand potentiel que personne ne dénie, et nous, notre situation ici nous permet, par exemple, de servir l'entrepôt. Quand vous prenez par exemple le secteur, il y a le stockage et il y a la distribution. Si nous pouvons stocker... Est-ce qu'il n'y a que ce secteur aujourd'hui qui puisse permettre au gouvernement d'engranger des moyens pour faire face... Pourquoi vous croyez que Est-ce qu'il n'y a que ce secteur, puisque ça vous tient à cœur? On a essayé de fixer le prix des produits pétroliers. Est-ce que ça a tenu? Ça n'a pas tenu. Et le ministre de l'économie disait dans sa sortie médiatique sur l'OETB que dès lors que le coût des produits pétroliers augmente, ça a une répercussion sur toute la chaîne de production, sur tout le reste. C'est ça la chose. Et donc, si vous avez un secteur comme ça qui peut vous permettre d'engranger assez de ressources, au lieu que ce soit dans l'effort collectif là que l'on prend pour aller maintenant essayer de fixer le prix, ce sera plutôt de ce secteur là que l'on va tirer des ressources pour juguler la crise actuelle. C'est de cela que nous parlons et c'est clair. Et notre position, nous avons cette position là en termes de tourisme, en termes de services et de comme je le dis, comme nous sommes un pays de travail et de services, nous avons cette position là qui nous permet, qui nous donne des atouts, qui nous permet
de desservir les pays comme le Togo, comme le Burkina, comme le Niger. Et vous le savez, ce qu'on a fait avec le port par rapport au Niger, on peut faire un truc pareil avec le Nigeria en ce qui concerne le secteur dont on parle. Donc voilà ce que nous disons. Si par exemple ce secteur était exploité et que nous augmentons, nous modernisons, nous augmentons notre capacité de stockage qui puisse nous permettre de faire assez de réserves, nous pourrons desservir les autres pays, le Togo. Il n'est pas compréhensible qu'à la pompe, ça coûte plus cher au Bénin qu'au Togo. Monsieur Liamidi, apparemment ce secteur vous tient tellement à cœur que c'est à croire que dans tout votre projet de société, dans tout ce que vous dites, ce n'est que ça qui peut permettre à l'État d'avoir des moyens. Monsieur Adampo, ajouter à cela, nous avons proposé depuis qu'il faut développer les rails. Nous avons développé depuis les rails pour pouvoir assurer le transport des biens et des services. Et vous savez l'économie qu'on peut engager par rapport au fait d'utiliser les voies qui sont là. On n'a jamais dit que le fait de faire les voies, que ce n'est pas bon pour le développement. Nous ne le disons pas. Mais vous avez imaginé le nombre de fois où on a déjà repris le tronçon Boycon, le tronçon Cotonou-Boycon depuis les indépendances. Vous imaginez le nombre de fois où on a repris ce tronçon-là, alors que c'est une voie. Regardez, c'est lui qui parle de péage. Cette voie est censée aller de Cotonou jusqu'à Malanville. Monsieur Liamidi, le nombre de fois où on a repris cette voie, l'économie qu'on aurait pu engager là-dessus, ça aurait forcément permis de faire beaucoup d'autres choses pour pouvoir aux besoins des citoyens. Et si on développait par exemple les rails, non seulement cela va générer d'autres activités au niveau des gares par exemple, mais ça aussi permet de faire le transport des personnes. Monsieur Adampo disait tout à l'heure que vous n'aviez pas eu le temps de lire, peut-être que vous n'avez pas lu le PAG 2021-2026. C'est tellement que vous n'avez pas lu ce document-là. On va continuer. Le chef de l'État, Patrice Talon, dans sa démarche, a souhaité que tout Béninois qui travaille puisse profiter du fruit de son travail. Vous ne pensez pas que ce souhait du chef de l'État, il est vraiment légitime? Quel souhait? Que chaque Béninois qui travaille puisse bénéficier réellement du fruit de son travail et que ceux qui n'ont pas pu avoir le travail puissent l'avoir et permettre à leur famille de vivre décemment. Permettez-moi d'exprimer mes idées quand je vous permettez à M. Adampo de bien parler. Oui, on vous permet d'avoir le même temps de parole. Il ne s'agit pas d'un souhait, il s'agit de la matérialisation de ce que l'on pense. C'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça que nous discutons. Alors, tout le monde doit pouvoir jouir du fruit de ses efforts. Tout le monde doit pouvoir vivre dignement du travail, des efforts qu'il fournit. C'est de ça que nous parlons. J'ai posé la question de savoir est-ce que vous pouvez vivre avec ça, avec 52. Est-ce que vous pouvez? Vous avez proposé 100 000, mais vous n'avez pas répondu à la question vous-même. À quelle question? À la question que vous avez posée à M. Adampo. Quelle est la question? Vous lui avez demandé de savoir, vous avez demandé à savoir si, avec 52 000, il pourrait vivre à Cotonou. Il vous a renvoyé la question. Et cette question-là, vous vous incitiez à ce qu'il réponde. Vous n'avez pas encore répondu. Si nous avons déjà dit que nous souhaitons que le SMIC soit à 100 000, vous n'avez pas trouvé la réponse à ça dans ce que j'ai dit là. C'est clair. Non, soyez plus explicite. Ça va au-delà. Soyez plus explicite. Nous avons dit que nous avons souhaité que le SMIC soit à 100 000. Et vous me posez la question de 52 000, c'est pratiquement le double. Donc, on a fait, c'est pas seulement un pas, on a fait 2, 3 pas, on a vu plus loin que ça. C'est pour ça que nous parlons. Ça voudra dire, si on vous comprend bien, qu'aujourd'hui, avec 100 000, vous pouvez vivre à Cotonou. Vous parlez du SMIC. Bien sûr, le minimum, le salaire le minimum. Et donc, c'est à partir de ça bien sûr, c'est à partir de ça que les salaires vont définir et que chacun va pouvoir jouir de l'effort qu'il fournit. Oui, bien sûr. Qui est-ce qui va gagner ce salaire le plus bas? Le balayeur de la rue? Votre agent d'entretien ici? Votre agent de sécurité? Ce sont tous des travailleurs. Et c'est eux qui sont SMIC. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous, on a déjà vu plus loin que ça. C'est pour ça que nous disons, si nous avons 2 ou 3 leviers sur lesquels nous pouvons appuyer pour pouvoir tenir l'économie, cela nous permettra forcément d'engager assez de ressources pour pouvoir aux besoins des citoyens. Et donc, les gens vont pouvoir vivre, les Béninois vont pouvoir vivre dignement de l'effort qu'ils fournissent, vont pouvoir vivre du travail qu'ils font. Et ils seront fiers de faire ce travail-là pour contribuer à l'effort de développement de la nation. Alors, M. Adampo, aujourd'hui, cette légitimité du souhait du chef de l'État à permettre à tout Béninois de vivre décemment, enfin de vivre de son travail. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Je répète que mon vis-à-vis n'a pas lu le programme d'action du gouvernement à l'écouter. Je répète une deuxième chose par rapport à sa proposition liée à l'hydrocarbure. Je n'ai vu aucune proposition, j'ai vu que des phrases. Je voulais faire le débat s'il entrait dans le vif du sujet, dans le contenu,
par rapport à la politique de l'hydrocarbure, par rapport à la politique de la gestion du pétrole. Vous reconnaissez que ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Voilà. Donc, il est en train d'escapoter, d'escalader, d'extrapoler, sans nous amener au fond du débat, parce que je l'attends là, peut-être qu'il va venir avant la fin de l'émission. Je voudrais rebondir sur une chose. On a augmenté le salaire des ministres, des autorités, consorts. J'ai dit c'est une méthode. Ceux qui veulent conduire la politique du pays pour aboutir au plein emploi et au développement, le chef de l'État s'est dit qu'il faut améliorer leurs conditions de vie progressivement jusqu'en bas. Ce faisant, si aujourd'hui on dit que les ministres, les préfets, les députés et autres sont à 100 000 francs CFA, écoutez-moi bien, si on rabat leur salaire à 100 000 francs CFA, on va ajouter au salaire des 110 000 fonctionnaires. Un fonctionnaire n'aura pas 2 000 francs CFA. Nous pouvons revenir ici et faire le débat. Donc ça, c'est surfer sur l'émotion du peuple. Ah oui, ils sont à des millions et le bas peuple souffre. Et tout le monde dit oui, c'est vrai. Je répète, si on ramène le salaire des ministres, des députés et autres à 100 000 francs CFA et on prend le surplus, on va verser sur le salaire des 110 000 fonctionnaires. Et on n'aura pas 2 000 francs CFA sur le salaire d'un fonctionnaire. Ça veut dire que c'est un faux débat. Le débat n'est pas là. Le débat est quelles sont les conditions de vie et les conditions de développement qu'il faut créer. Quels sont les axes qu'il faut embrasser pour aller trouver les moyens qui permettent à tout le monde, aux 11 millions de Béninois, de vivre heureux. On a trouvé l'agriculture. On a trouvé le tourisme. On a trouvé qu'avant ça, l'assainissement des finances publiques et la restructuration de nos sociétés. Et le fait de remettre le peuple au travail. Et comme il a dit, de contraindre le peuple à l'effort. Et les résultats sont visibles pour l'aveugle et audibles pour le sourd. Dans chaque domaine du pays. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai besoin de propositions. D'ailleurs, je suis heureux qui ne fait pas partie de la race de ceux qui viennent seulement vociférer sans jamais rien proposer. Au moins, ils tentent de faire des propositions. Par rapport à ce qu'on fait actuellement, des propositions concrètes, chiffres, statistiques, domaines, personnels, l'existant. Si on a ça, nous allons évoluer ensemble. Mais ce que j'entends ce matin, c'est de la philosophie. On a d'abord priorisé les ministres et on a laissé les petits. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on fait bien, tout le monde... Patrice Talon avait dit il y a 2 ou 3 ans que c'est comme ça que ça va se passer. Et qu'il finira par aboutir aux fonctionnaires et au grand nombre. C'est ça qu'il est en train de faire. On ne commence pas par le haut. Et c'est cette méthode-là que déplorait M. Liamidi. Sans rien proposer de concret. À part la philosophie. À part les phrases. À part de dire hydrocarbures, le Nigeria. J'ai dit que tout ça là existait. Avant l'avènement du régime de la rupture. Et le SMIC était à 40 000 francs. On n'a pas pu rebondir. Et ce n'est pas par la méthode qu'il déploie que nous avons abouti à ce à quoi on a abouti. On dit que ce n'est pas suffisant. Je suis d'accord que ce n'est pas suffisant. Mais en 6 ans, si on regarde le bilan, heureusement qu'on n'est pas venu faire le bilan, sinon on serait essoufflé. Dans tous les domaines, en 6 ans, si on a pu faire ça, il faut applaudir pour que l'élève fasse mieux. C'est ça, moi, ma conviction. Et je suis persuadé que ce n'est pas cette rigueur, par le fait de contraindre le grand nombre à l'effort, le fait de ne pas minimiser les syndicalistes, de les voir de manière cyclique, de les rencontrer, de discuter, de tenir un langage de vérité, un discours de vérité, qui nous permettra, nous tous, d'évoluer. Et non de prioriser fonctionnaires, politiciens, élections. La vie ne s'arrête pas
salaire des fonctionnaires. Alors, lors des échanges, M. Yadanko, lors des échanges, le chef de l'État a parlé d'une cagnotte globale qui sera définie pour un certain nombre de choses. On a parlé par exemple, de l'amélioration de la situation des aspirants au métier de l'enseignant. Ça vous dit quoi? Parce qu'il y a un problème à ce niveau, apparemment. Tout ce qui touche à l'enseignant me touche profondément. Je l'ai souvent dit, parce qu'en tant que fils d'enseignante, je connais la douleur du sacrifice et je connais la douleur de celui qui fait le sacrifice. Et je fais partie de ceux qui disent que l'on doit mettre un accent particulier sur l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Mais je fais aussi partie de ceux qui disent que ce qui est fait aujourd'hui en matière d'éducation, en matière de formation, formation des formateurs, formation des enseignants, conditions de vie, gestion rationnelle des petits moyens qui sont mis à la disposition des enseignants, je dis nous avons fait un bond qualitatif. Maintenant, par rapport au salaire, je souhaite que l'on fasse mieux. Mais je ne fais pas partie de ceux qui jettent le bébé et l'eau du bébé en disant les enseignants souffrent, donc le gouvernement est méchant. Tous les efforts que fait le gouvernement, ce sont des efforts vains. Le gouvernement ne fait rien du tout. Ça, ce n'est pas honnête. Ça, ce n'est pas sérieux. Mais je suis de ceux qui disent qu'il faut regarder ce secteur mieux. Monsieur Liamili? Je vais revenir sur ce qu'il disait. Très rapidement. Est-ce que, au moment où on utilisait le système, c'est-à-dire le modèle que nous proposons là, même si cela n'est pas exploité exactement comme on le dit, au moment où cela existait comme il le dit, est-ce qu'il a l'impression que les Béninois vivent mieux aujourd'hui qu'en ce moment-là? Est-ce qu'en ce moment, il y avait autant de chômeurs qu'aujourd'hui? Est-ce qu'en ce moment, il y avait autant de précarité? Est-ce qu'il y avait la précarité comme cela existe aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas? Et donc, voilà le résultat, le résultat du système. Et quand on parle de ça, il a parlé de tourisme, d'accord? Jusqu'à ce que le pays soit suffisamment... Le tourisme, c'est beau, c'est bien, ça peut engranger des ressources. Mais on ne peut pas se baser uniquement sur ça. Parce qu'encore que pour aller faire des visites touristiques, c'est qu'il faut être bien. Ce qui se passe actuellement à la présidence de la République, où l'on va suivre, ou ceux qui se rendent là-bas pour aller et visiter les trésors royaux, si les Béninois avaient suffisamment... C'est-à-dire que si c'était un peu rassasié, on devrait plutôt aller donner de l'argent pour... Ça devrait rapporter de l'argent à l'État. Allez-y, répondez. Ça devrait rapporter de l'argent à l'État. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, allez-y à la question. Et donc... Allez-y à la question. Pour revenir donc à la situation de l'enseignement des aspirants. Les aspirants, oui. Allez-y très rapidement. C'est toujours par rapport à la précarité. Voilà ceux qui sont chargés de former les élites de demain. D'accord? Et qui ne peuvent pas fournir un effort de 9 mois. C'est-à-dire que fournir suffisamment d'efforts en 9 mois et avoir un réconfort de 3 mois. Ils sont payés 9 mois sur 12. C'est la situation, c'est le système actuel qui... Mais aujourd'hui, le gouvernement a défini un certain nombre de choses en ce sens. L'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. C'est pas que c'est un pas. Et il conditionne ça. Vous avez très bien entendu que tout cela est conditionné à la disponibilité des ressources. Mais vous savez que le système mondial aujourd'hui permet d'être plus prévoyant. La guerre pourrait durer encore 6 mois. Ça pourrait durer peut-être 1 an, peut-être 2 ans, on ne sait jamais. Pendant ce temps, comment on le ferait? Si nous n'avons pas de réserve, nous n'avons pas de réserve en ce qui concerne les réserves alimentaires, nous n'avons pas de réserve stratégique en ce qui concerne les produits pétroliers, comment allons-nous faire tourner le pays pendant tout ce temps? La preuve, le fait de ne pas en avoir fait que quand ils ont essayé de fixer par exemple le prix du gasoil, 3 mois, ça n'a pas tenu. Voilà la réalité. Et j'en reviens à dire qu'il faut changer le système. Voilà, même avec 2 heures de temps, on ne pourrait pas finir cette émission. Très rapidement, vous allez répondre à cette préoccupation. Et on va... Je suis surpris par quelqu'un qui est conscient du fait que les problèmes que nous avons sont liés aux problèmes de guerre entre les grandes puissances et qui ferme les yeux sur l'agriculture, qui ferme les yeux sur la sécurité alimentaire et qui s'accroche au pétrole. Je suis surpris. Première chose. Deuxième chose,
Je voudrais lui dire une chose par rapport à avant. Oui. Est-ce que les gens vivaient mieux? J'ai bien parlé Allez, de l'essentiel agricole. de 2019 à 2020. C'est une apparence. C'est un rassasiement précaire. C'est comme ça que le régime québécois a commencé en 1972. 17 ans après, tout est tombé. Parce qu'on ne sait pas dire la vérité. Et qu'est-ce que vous le dites concrètement? Ce que je veux dire concrètement est que le repas d'aujourd'hui, qui ne tient pas compte de celui de demain, est un ajournement de la faim. On dit en goût, nous devons béton. Des malins sont à Zandona Rouvewe. C'est-à-dire Ça que veut dire, oui. la méthode actuelle qui nous fait souffrir un peu, c'est ça que nous allons tenir progressivement jusqu'à pas qu'un peu. grandir. Vous pensez que c'est un peu? La méthode qui consiste à nourrir les gens ouya, alors qu'on n'a pas les moyens, ça finit par tomber. Et c'est tombé dans tous les pays du monde. On a fait comme ça. Alors, le temps qui nous est accordé tire vers sa fin. Votre mot de la fin en même temps? Je suis heureux que le régime actuel, malgré la crise persistante, est sur la bonne voie. Tiens debout. Ne vacille pas par rapport à sa méthode, ne vacille pas par rapport à la rigueur et ne tombe pas sous le coup des émotions. Il sait que pour développer un pays, il faut de la rigueur, il faut de la méthode, il faut aller progressivement et il faut regarder. Quand c'est un peu bien, on s'assoit et on dit nous avons 10 000 francs à partager, nous tous. Et ce qui est encore à saluer, c'est que le régime Encore actuel, 30 secondes. oui, veut tenir compte du grand nombre, tout en soignant le petit nombre, les sont 10 000 fonctionnaires, il veut tenir compte du grand nombre pour que la prospérité soit vraiment partagée par les près de 12 millions de Béninois. Et c'est cela le développement. Monsieur Liamidi, en même temps, votre mot de la fin. Hein. Aujourd'hui, on est là, on fait le débat. Il est question du SMIC, il est question de la valorisation des salaires. Comment voulez-vous valoriser des salaires si vous n'avez pas un système de production qui puisse permettre de tenir dans un modèle où nous avons les importations et qui fait qu'on a un déficit de la balance commerciale. Comment voulez-vous produire? Si vous ne produisez pas assez, vous ne transformez pas assez pour faire ce truc-là. Et il y a le contexte de la guerre. Et les produits manufacturés vont toujours prendre des prix. Comment vous voulez tenir dans un système comme ça si vous n'allez pas chercher des ressources ailleurs? Alors, le gouvernement je suis en train de finir. Et ça a montré ses limites. C'est la fin du duel de ce jour. C'était là le duel de ce dimanche 1er mai 2022. Je recevais pour vous, monsieur Liamidi, permettez. Je recevais pour vous Herman Dimitri Adampo, membre fondateur du Bloc républicain et conseiller politique de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain, et monsieur Mohamed Liamidi, il est responsable de la propagande du parti Restaurer la confiance. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce duel. À dimanche prochain.